appelé à jouer un rôle extrêmement important pour la modernité, la compétitivité des entreprises dans lesquelles vous opérez, ou des administrations, et de façon plus générale pour votre pays, monsieur le ministre, mais aussi pour l'Afrique. C'est dans cette perspective que je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, si vous permettez un petit mot du groupe Atos, puisque Atos, que je préside aujourd'hui, depuis maintenant 6 ans, après avoir quitté le gouvernement, je l'avais rappelé, était ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sous la présidence de Jacques Chirac. Atos est un groupe informatique. Il est dans le top 5 mondial des grands groupes d'informatique. Nous avons plus de 100 000 ingénieurs, infogérance, en intégration de système, en computing, et évidemment maintenant, c'est la thème que j'ai développé dans le forum, en cloud computing, en cybersécurité, en protection de données, en big data. Vous l'avez rappelé, nous avons également racheté Bull l'année dernière. Nous venons de racheter l'ensemble des activités informatiques de Xerox aux États-Unis, de façon à avoir une couverture mondiale. Je dois dire que nous opérons ceci sans être endettés. Il est très important en effet de gérer des entreprises informatiques dans la durée, des partenaires de confiance. Et ceux qui me connaissent un petit peu, ont fait quand j'étais ministre, monsieur le ministre, j'ai essayé de réduire la dette de la France. J'estime que rien de plus important de bien maîtriser son endettement pour pouvoir donner une garantie de long terme au futur. Atos est le plus grand, le plus vieux groupe de services stricto sensu au monde. C'était SEMA, c'était Axim, c'était Snigos, c'était Segos, pour ceux qui s'en souviennent, je parle de Vendée, et DSI, parce que ce sont des noms qui doivent résonner, et tout ça a été fédéré dans l'ensemble de cette entreprise que j'ai l'honneur de diriger depuis, je le disais, maintenant 6 ans. La transformation digitale, évidemment, est au cœur des activités qui sont les vôtres. Ce n'est pas un vain mot, les chiffres sont là. Bien entendu, à la base de cela, il y a le trafic Internet, les flux mondiaux d'information qui ne cessent de croître. Je rappelle quand même quelques chiffres qui sont quand même très impressionnants sur la dynamique qui est engagée. Le trafic Internet transfrontière a augmenté de 1800% depuis 2005. Je pense qu'il va être multiplié par 8, d'après McKinsey, par 8 d'ici à 2025. Et cet accroissement des flux numériques transforme tous les autres types de flux de 3 manières. D'abord, certains flux physiques sont transformés en des flux numériques. On assiste vraiment à une virtualisation et une digitalisation des activités humaines. Pour exemple, nous, chez Atos, nous avons notre premier client et partenaire, c'est le groupe Siemens. Nous digitalisons l'ensemble des usines de Siemens. Et en fait, on a une réplication quasiment numérique des processus de ces usines pour pouvoir suivre évidemment les processus de fabrication, mais aussi effectuer toutes les applications en termes de maintenance prédictive, par exemple, sur l'ensemble des éléments qui constituent ces usines. Cette digitalisation nécessite évidemment des capacités de traitement et de stockage absolument gigantesques, et c'est un propos que je voudrais développer au cours de mon intervention fréquemment, avec un retour en force du hardware, c'est-à-dire une capacité, encore une fois, à stocker et à traiter de plus en plus de données, de big data, de plus en plus vite, de façon quasi illimitée, mais aussi instantanée, ce qui a conduit du reste au groupe Atos, groupe de services informatiques, à acquérir Bull pour ses capacités, comme collaborateur dans la salle que je salue, pour accroître ses capacités pour nos clients, donc avec les HPC, les super calculateurs, donc de traitement en temps réel de ces données. C'est un élément absolument important, capital. Je reviendrai aussi, monsieur le ministre, c'est un élément important pour les États, y compris en ce qui concerne les éléments de souveraineté. Le stockage, la capacité de traitement de ces données devient un enjeu essentiel en matière de compétitivité, de productivité et également de gestion des infrastructures de souveraineté. On y reviendra.
Certains flux physiques sont également suivis maintenant de façon totalement digitale, c'est évidemment le tracking. Le tracking est aussi une application d'un domaine qui va exploser. Le suivi des flux, le suivi des marchandises, quelles qu'elles soient. Et puis il y a évidemment la création de plateformes numériques qui permettent à des petites entreprises, et même à des entrepreneurs individuels, d'intervenir maintenant de façon globale à travers ces plateformes. Donc on peut le dire vraiment, je crois, sans emphase, le 21e siècle sera clairement le siècle de la donnée. On en parlait un peu avec M. le ministre tout à l'heure, c'est un peu l'or numérique. La donnée, c'est l'or numérique. Il faut savoir que tout ce que nous traitons, on double en gros, tous les 18 mois, le nombre d'informations qui a été créé par l'humanité depuis l'avènement du premier homme jusqu'à ce jour. On génère de l'information dans notre activité quotidienne. Tous les 18 mois, on double ces informations, encore une fois depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, on les double, mais événement nouveau, on les stocke et on peut les retrouver. Et ça, évidemment, c'est l'élément qui va tout changer, qui change tout. Non seulement on génère ces traces informationnelles, mais on les stocke et on peut ensuite, en les mettant en perspective, en les harmonisant, en créant des algorithmes qui conviennent, on peut évidemment créer de la richesse nouvelle dans ce monde numérique. Et on voit bien émerger finalement un nouvel espace, un nouvel environnement, on appelle un peu l'environnement informationnel, l'environnement numérique, digital, qui va se substituer, non pas se substituer, mais qui va venir en complément des trois autres espaces qui gèrent et qui règlent notre vie quotidienne, l'espace terrestre évidemment, qui a été pendant très longtemps l'espace porteur de richesses, l'organisation des richesses humaines, nécessité évidemment une organisation géographique, cadastrale, mais aussi une organisation politique et économique. On a entendu que c'était cet espace qui créait les richesses. Et puis ensuite l'espace maritime, qui a nécessité aussi avec les grands mouvements, les flux, une organisation et un droit aussi, une réglementation, qui a créé évidemment beaucoup de richesses. La solution des ports, pardon de ce petit retour historique rapide, enfin c'est important, si on peut se projeter. Puis l'espace aérien, lui aussi, créateur de richesses, flux de transport, organisation, de lieux de souveraineté. C'est les trois espaces, de reste, dans la mesure où ils étaient constitutifs de création de richesses et d'organisation humaine, devenus des espaces de souveraineté. Puis désormais, il y a un quatrième espace, incontournable, qui est l'espace informationnel, qui vient s'ajouter aux trois autres espaces. Là aussi, avec des éléments de création de valeur importants, de redistribution de valeur, de richesses, de réglementation, le ministre, qui est important évidemment dans cet espace. Il faut le réglementer, il faut le réguler. Et puis, comme pour les trois autres espaces, des éléments de souveraineté importants, à la fois pour les particuliers, pour les entreprises, mais aussi pour les États. Donc en fait, on a tous été, je dirais, un peu, certains choqués, pour d'autres étonnés, pour certains autres pas du tout, par les révélations de M. Snowden sur ce qui peut se passer dans ce quatrième espace. En fait, il se passe ce qui se passe dans les trois autres espaces. Il y a ces lieux de souveraineté. Voilà, on contrôle, on regarde, on observe. Et donc, il ne faut pas ni être naïf, pas non plus être trop inquiet, mais il faut se donner les moyens de réguler, d'organiser ce quatrième espace. Je disais à M. le ministre tout à l'heure que lorsque j'étais moi-même ministre de l'économie et des finances, j'avais créé à Bercy, comme vous savez, le siège du ministère des Finances en France, une agence pour la protection du patrimoine immatériel de l'État. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, cette agence pour le patrimoine immatériel de l'État, que j'ai créée donc de toutes pièces, en essayant de projeter, de voir un peu comment on pourrait commencer l'État, avec le devoir aussi de protéger ce patrimoine immatériel, cet actif qui appartient à ses compatriotes, à ses concitoyens, mais aussi de lui donner un peu, de le dynamiser. On peut parler évidemment du patrimoine immatériel, des choses simples, des fréquences, mais il y a aussi les marques, les lieux, les savoir-faire, les données. L'État produit énormément de données, gère énormément de données. Évidemment, les
données de ses compatriotes, mais aussi à l'usage de ses compatriotes, de ses concitoyens. Vous voyez tout à l'heure de villes intelligentes, qui sont bien souvent gérées par l'État ou par les collectivités locales. Ces données, elles peuvent évidemment, si jamais elles sont mises sous des conditions normalisées à la disposition d'entrepreneurs innovants, elles peuvent créer de la valeur, créer de la richesse. Je vous donne un exemple. Chez Atos, nous avons des relations très étroites, évidemment, avec la plupart des universités du monde entier, y compris du reste à Dakar, je vais en revenir, avec toutes les universités du Sénégal, soit les Convergés, que ce soit l'école polytechnique de Thiès, l'école polytechnique de Dakar, les télécoms, enfin tout ça, tous ces lieux de formation sont extrêmement importants pour nous. Et donc on a créé tous les ans un peu les Jeux Olympiques de l'informatique pour les étudiants qui sont en master, donc en 4e année, 5e année d'études. Et on a un thème, et on essaye de faire en sorte que ces étudiants, on leur donne la possibilité de concourir avec leurs professeurs sur un thème de développement pour les inciter précisément à se projeter déjà dans le monde du travail, de la modernité, de l'innovation. Il y a 2 ans, le thème que nous avions retenu, c'était la voiture connectée. Atos est un partenaire très important de Renault, de Daimler Benz pour inventer précisément tous les services numériques qui vont à la voiture connectée, le suivi, le pilotage, tout ce qui va autour du GSM, mais aussi désormais les compagnies d'assurance qui vont avoir inventé des polices d'assurance de Pay as you drive, la façon dont on conduit. Donc on suit évidemment la façon dont on conduit, on numérise, on stocke les données qui sont associées à votre conduite, et puis derrière on en tire des conséquences sur votre capacité d'être un bon conducteur ou pas un bon conducteur, et donc d'avoir des tarifs qui vont être modulés en fonction de la façon dont on conduit. Donc vous voyez qu'il y a c'est sans limite. Et donc pour revenir à ces jeunes, l'équipe qui a gagné, c'est une équipe qui a trouvé une idée tout à fait originale. C'est une équipe d'université autrichienne, avec 5 jeunes, 23 ans. Vous allez voir toutes les villes européennes. Vous constatez que les villes européennes possédaient de façon numérique, sans l'utiliser, des bases de données, des feux de circulation. Des feux de circulation qui étaient là pour évidemment réguler ces feux. Ils ont demandé à avoir un accès régulé évidemment à ces données. Et ils ont fourni l'application. Lorsque vous êtes à un feu en géolocalisant, vous savez exactement quand le feu va redevenir rouge ou quand il va redevenir vert. Ce qui fait que du coup, vous avez sur votre écran le nombre de secondes qui s'affiche pour attendre que le feu redevienne vert. Donc, certains utilisent ce temps pour envoyer un petit SMS, pour faire d'autres choses, etc. Mais mieux, on fait une application également pour éviter d'avoir des feux rouges. Donc, on appelle ça Evergreen, c'est-à-dire que vous mettez votre jeu de destination et on vous dit la vitesse à laquelle vous devez aller pour avoir des feux toujours verts. C'est une utilisation de données sur laquelle l'État ou les collectivités locales n'utilisaient pas. Donc les idées sont sans limite. Et nos jeunes sont absolument avec une imagination tout à fait débordante. Donc l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'État, c'est peut-être pas une mauvaise idée, de voir comment déjà ces données, on les organise, on les structure, on les garde et on peut les mettre à disposition également. Les données, évidemment, on ne va pas mettre à disposition. Les données fiscales de nos compatriotes, peut-être qu'ils vont pas vouloir qu'on les mette à disposition, les données de santé non plus, mais d'autres données peuvent être mises à disposition pour créer là encore des applicatifs, des services de l'innovation. Donc oui, je suis absolument convaincu, et vous êtes avec moi évidemment convaincu, puisque c'est votre métier, que ces données deviennent évidemment le gisement de l'or noir de demain, l'or numérique. Et donc on en revient au deuxième volet. À partir du moment où toutes ces données, ces traces informationnelles que nous produisons, que les entreprises dans lesquelles vous travaillez produisent, que les administrations pour lesquelles vous travaillez produisent, deviennent le gisement quasiment en capacité d'exploitation de l'or noir de demain, il faut essayer quand même de se les préserver. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Quand il y a un nouvel espace, quand il y a un nouveau monde et qui n'est pas encore régulé, il y en a qui sont plus rapides que d'autres et qui vont vous capter précisément ça. Moi, j'incite évidemment, je vous incite, et j'incite le Sénégal à faire en sorte que ce patrimoine numérique, eh bien, il se le préserve. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé, ça ne veut pas dire qu'il faut être protectionniste, ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ce gisement qui est là et que, finalement, on se le préserve, on se l'organise pour permettre à un écosystème favorable d'en développer et d'en créer les richesses de demain. Faute de quoi, les plus rapides, que ce soit les Google, que ce soit pour ne citer que d'autres, et des entreprises, de très belles entreprises pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais enfin, ils sont peut-être plus rapides, les Apple, les Google, les Amazon, évidemment,
pour capter avec les services les données de nos compatriotes, de nos concitoyens, de nos entreprises. Et derrière, évidemment, on crée de la valeur ajoutée, mais avec ces données qui vont être délocalisées et stockées ailleurs que sur les territoires qui créent ces données. C'est la raison pour laquelle, du reste, au niveau européen, je me bats moi-même, et je trouve que ce serait bien de le faire au niveau africain aussi, ça serait bien qu'on en parle, pour que les données qui sont créées sur un espace assez large, il faut dépasser le cadre national, parce que le cloud computing va nous faire dépasser les cadres nationaux, je vais revenir dans un instant, bien de dire que les données créées par exemple, les Européens soient stockées en Europe. Je pense que les données créées par les pays qui accepteraient en Afrique devraient être stockées sur les territoires africains. On peut encore une fois, encore avoir une démarche dite de l'opt-in, c'est-à-dire avoir 1, 2, 3 pays pionniers. Et je suis convaincu que le Sénégal va être un de ces pays pionniers, compte tenu précisément de ce que vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, de la volonté du président Macky Sall de projeter le Sénégal dans cette dynamique numérique. Vous l'avez très bien rappelé, avec les propos qu'il a pu tenir, avec le plan Sénégal émergent, cette volonté politique extrêmement forte qui est portée par le président Macky Sall et par son gouvernement, évidemment, va permettre au Sénégal de prendre un leadership pour convaincre, évidemment, ceux qui voudraient avoir une démarche similaire, bien de dire nos données, c'est important, nos données, c'est stratégique, nos données que nous créons aujourd'hui, que nous allons créer demain, vont créer la richesse, l'innovation de demain. On voit évidemment derrière ça l'aspect de protection de ces données, l'aspect de sécurité, et là encore, c'est la raison pour laquelle, avec BUS, nous avons décidé, nous avons acheté, d'avoir, on a 3000 ingénieurs qui sont spécialistes dans la protection de ces données, c'est absolument essentiel. C'est essentiel pour les particuliers, c'est essentiel pour les entreprises, et c'est évidemment essentiel pour les États. Ça va devenir, la cybersécurité va devenir un enjeu absolument stratégique sur lequel il faut intervenir dès aujourd'hui. Le quatrième élément, évidemment, c'est le cloud computing, avec la capacité absolument extraordinaire donc de mutualiser les infrastructures, de mutualiser et de virtualiser aussi ces infrastructures, de façon à faire en sorte que les services qui sont offerts aux entreprises, aux particuliers et au gouvernement, vont être évidemment offerts dans des conditions de déploiement beaucoup plus rapides, mais aussi de coûts certainement moindres et de plus en plus en paiement à l'usage. Ce qui conduit, et c'est la raison pour laquelle le groupe que je dirige, la vision qui est la nôtre, c'est que nous devons automatiquement être un groupe de grande taille, parce qu'évidemment, nous allons devoir porter sur nos bilans de plus en plus les infrastructures, on appelle les CAPEX, ceux qui sont familiers avec ces mots, c'est-à-dire les infrastructures, les investissements, auparavant étaient portés directement par les entreprises, y compris dans l'infogérance. Nous gérions pour le compte des entreprises leurs propres infrastructures. Et bien désormais, on va devoir nous offrir en paiement à l'usage, donc ces services à distance, les entreprises ou les particuliers ne payant que la transaction, évidemment, et puis dans le coût de la transaction, il y a évidemment le coût de l'infrastructure, le coût des applicatifs, des logiciels, mais qui sont payés évidemment uniquement dès que cette transaction a lieu, ce qui veut donc dire que les entreprises vont de plus en plus devoir porter ces investissements sur leur propre bilan, d'où la nécessité d'avoir des bilans sains et de ne pas avoir de dette, pour revenir à mes propos liminaires. Donc on voit que cette transformation, notamment dans le cloud, va permettre de mutualiser les coûts. C'est très important évidemment pour les entreprises, y compris pour les entreprises de petite taille, mais qu'il faut évidemment pour ça avoir la confiance. C'est vrai que quand on confie ces données, il faut le faire en tant qu'acteur de confiance. Donc là encore, la sécurité est importante. Là encore, la régulation qui est associée au fait de pouvoir offrir des systèmes en cloud qui peuvent aller de la comptabilité à la paye, d'autres systèmes qui sont importants pour les activités, que ce soit des PME ou des grandes entreprises. Il faut donc, Monsieur le Ministre, là aussi réfléchir, je crois, un petit peu à une régulation de base. Il ne faut pas être trop lourd et trop rigide, mais traiter des données, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et le traiter de façon mutualisée, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il faut avoir ces éléments de sécurité. On le disait tout à l'heure, il faut de la visibilité, il faut de la stabilité, il faut de la sécurité, y compris dans le traitement des données, y compris dans le traitement dans le déploiement du cloud computing. Et le cloud computing
marketing est un élément de compétitivité très important, puisqu'évidemment, il va permettre d'offrir plus de services à des moindres coûts. Et là encore, c'est très important, sans que les entreprises investissent en amont, ce qui était évidemment auparavant un frein important, puisque ce sont les acteurs eux-mêmes qui portent ces investissements, comme je disais tout à l'heure, sur leur propre bilan. Donc on voit bien que là aussi, la régulation doit évoluer. Il faut une certaine modernité dans cette régulation, être souple, mais voir la régulation comme un élément de confiance et de stabilité pour que ceux qui vont confier ces données à autrui, à ces acteurs, le fassent en toute sécurité. C'est que Orange en particulier et Sonatel produit aujourd'hui ce type de service. C'est important de continuer à pouvoir le développer. Bien entendu, tout ça se fait dans un écosystème qui est un écosystème favorable. L'écosystème favorable, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des réseaux. Je voudrais, puisqu'on a parlé de régulation, on a chanté par le ministre à côté, je n'oublie pas que, pardon de parler de moi, mais c'est un élément important. J'ai été président de France Télécom aussi, monsieur le ministre, avant d'être ministre de l'économie et des finances, donc c'est bien amour. C'est vrai que pour pouvoir le faire, il faut avoir des réseaux de qualité. Il faut avoir des réseaux de qualité, il faut avoir des opérateurs qui investissent. Et donc il faut là aussi une régulation. On a eu, en Europe, moi-même, je me suis beaucoup battu contre ça, on est allé beaucoup trop loin sur la régulation, on a été beaucoup trop consumériste, je trouve, on a été beaucoup trop disant il faut évidemment donner aux clients du prix, en oubliant que le rôle d'un opérateur, c'est quand même, tous les opérateurs venaient de l'État, un démembrement de l'État, le rôle d'un opérateur, c'est quand même d'investir. Donc il faut là aussi une régulation qui permette ou qui force les opérateurs à investir, et non pas à donner en permanence des réductions de coûts, des réductions de coûts, des réductions de coûts. C'est important évidemment, mais quand on parle de ces chiffres, quand on parle du monde tel qu'il vient, et qu'on a finalement sous-traité la capacité d'investissement à des opérateurs privés, c'est bien le rôle du régulateur que de forcer ces opérateurs privés à investir et pas d'avoir trop d'opérateurs non plus. On voit qu'on a 4 opérateurs aux États-Unis, on en a 3 en Chine, on en a 153 en Europe, c'est de la folie. Et j'espère que sur le continent africain, on ne va pas non plus suivre cette mode qui a été, à mon avis, extrêmement néfaste en Europe, d'avoir trop d'acteurs qui vont être que consuméristes et qui finalement ne vont pas investir suffisamment. Il faut forcer les opérateurs à investir parce qu'il y va de la compétitivité du pays, il y va, comme je disais tout à l'heure, il faut que chacun de nos compatriotes puisse avoir accès au débit chez eux, c'est extrêmement important en termes de modernité, mais il faut évidemment forcer les opérateurs à le faire et à investir parce que derrière, personne d'autre ne le fera. Et moi, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Nous sommes à la vague d'investissements importants encore à réaliser, que ce soit dans la... Encore une fois, on ne parle plus de téléphonie, on parle de numérique, on parle de digital, il faut du débit, il faut de la qualité, il faut de la sécurité. Du débit, de la qualité, de la sécurité. C'est absolument indispensable pour pouvoir être l'acteur de confiance que les États, les écosystèmes, soient les acteurs de confiance qui vont permettre aux entreprises de se développer dans la perspective que vous avez rappelée tout à l'heure. Moi, je trouve que, évidemment, au Sénégal, il y a tout ça. Et ça ne m'étonne pas parce que le Sénégal s'est toujours projeté dans cette modernité. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire, pour nous, le groupe Atos, au Sénégal, notre plus grande plateforme de développement en Afrique et en Afrique subsaharienne. Je m'explique. On travaille beaucoup dans des groupes d'informatique avec des compétences et des compétences logicielles qui sont développées un peu de façon historique. Il y en a beaucoup en Inde. On a beaucoup à apprendre du reste de ce qui s'est passé en Inde. Il s'est passé des choses importantes. L'Inde a créé une industrie du développement logiciel, plutôt applicatif du reste logiciel, mais de qualité, avec des universités qui se sont progressivement adaptées à cette demande, de formation de jeunes ingénieurs de grande qualité. Et comme vous le savez, beaucoup d'entreprises, dont la nôtre, ont des centres de développement et de compétences en Inde, même à 80 000 salariés en Inde. Accenture doit en avoir 70 000. Nous en avons, nous, près de 15 000. Et donc, ces centres sont des centres de compétences. Et moi, je me suis dit, mais au fond, pourquoi ne pas avoir des centres de
compétences en Afrique, et en Afrique subsaharienne notamment, dans des pays qui partagent précisément cette vision, qui partagent cette dynamique. J'en ai parlé au président Macky Sall, que j'ai rencontré à cette occasion, pour lui expliquer un peu ma vision. J'en ai parlé au Premier ministre également. Donc, je ne dis pas qu'il a été, avant d'être Premier ministre, un acteur important du PSE. Et finalement, on s'est dit, ben voilà, le Sénégal nous semble avoir à la fois évidemment la volonté politique, la vision pour aller dans cette direction, cette dynamique, mais aussi évidemment une infrastructure, un écosystème qui est favorable. Des universités de qualité, des réseaux numériques de qualité, le plus grand opérateur de télécommunications en Afrique subsaharienne avec Sonatel, dont je suis administrateur par ailleurs, et donc que je pousse en permanence à se développer, à aller plus loin. J'ouvre une petite parenthèse pour vous livrer une petite anecdote. Lorsque j'étais créé en France Télécom, un jour, c'était en 2003, Charles Tigansi vient me voir en me disant, voilà, Monsieur le Président, moi je pense qu'on pourrait développer une filiale de Sonatel au Mali, parce que maintenant on a des compétences. Tous mes collaborateurs chez France Télécom disent oui, c'est une très belle idée, mais on va directement développer cette filiale comme étant une filiale directement de France Télécom. Et moi j'ai dit, ben, finalement il y a une formidable équipe chez Sonatel. Non, on va en faire une filiale de la Sonatel pour donner à cette équipe la volonté d'aller de l'avant. Et c'est comme ça que le Mali a été créé, oui, par la volonté d'un homme, en étant une filiale de Sonatel, et que Sonatel commençait à rayonner autour, évidemment, en dehors du Sénégal, et je trouve que c'est formidable, parce que, je peux vous dire, je connais bien cette entreprise, chez Sonatel, il y a des ingénieurs, il y a des hommes et des femmes de très grande qualité, et aujourd'hui, ça rayonne en dehors du Sénégal. Ben, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose maintenant en informatique? Et donc, au fond, il y a des jeunes qui sont formés, qui sont très innovants, il y a des réseaux de qualité, il y a un État et un gouvernement et un président de la République qui ont cette vision du numérique pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent, et du rôle que doit jouer et que jouera le Sénégal. Donc nous nous sommes dit que finalement, on pourrait développer une plateforme donc, de compétences. Il ne s'agit pas de faire un call center, c'est vraiment des compétences avec des ingénieurs de grande qualité, pour développer des compétences en Oracle, pour développer des compétences en SAP, en réponse applicative, en application, en développement, un peu comme on l'avait fait du reste en Inde, mais au fond, avec des éléments qui nous semblent extrêmement importants. D'abord, je disais tout à l'heure, la francophonie, c'est quand même un enjeu évidemment politique, mais un enjeu économique très important. J'étais moi-même du reste au dernier sommet, et puis également au forum économique qui a suivi juste le sommet le mois dernier. C'était formidable. 1 milliard de personnes qui partagent la même langue, qui partagent des cultures voisines. Voilà. L'Inde a développé ses compétences sur le thème de l'anglophonie. Pourquoi pas développer ses compétences sur le thème de la francophonie? Finalement, vous savez tous et toutes, hein, si on se projette, et mon rôle c'est de se projeter, à l'horizon de 2050, le français devrait être parmi les 3 premières langues parlées au monde, et en 2100 peut-être parmi les 2 premières langues. Donc organisons-nous pour qu'il y ait aussi une dynamique économique dans cet espace-là. Et deuxièmement, on est sur le même fuseau horaire que beaucoup d'acteurs, y compris la France, mais d'autres, Belgique, etc. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons décidé, j'ai décidé de faire que le Sénégal soit le lieu de notre plateforme numérique pour l'Afrique subsaharienne. On avait commencé à embaucher maintenant 50 ingénieurs que j'avais promis au président Macky Sall dès la fin de l'année dernière. Cette année, on va en embaucher près de 200. On devrait être 500 d'ici un an et demi. Mon ambition, c'est qu'en 2017-2018, on soit 1000. Et puis, comme je l'ai dit, en 2020, j'espère plus de 2000. Ici, à Dakar, ce sont des chiffres qui sont importants.
mais il faut savoir que la demande est là. Il faut savoir que le groupe Atos que je dirige, nous embauchons 10 000 personnes par an. 10 000, des gens dans le monde, hein, dans ce pays. Donc ces chiffres sont extrêmement importants, mais ils sont dans notre portée. Dans notre portée, je disais au ministre tout à l'heure, lorsque nous avons commencé à parler de cette initiative, et d'avoir vraiment un vrai centre de compétences numériques. Il s'agit vraiment d'avoir des ingénieurs de qualité bien formés, qui vont développer, qui vont vendre leurs compétences, évidemment pour des entreprises de la région. Quand je dis la région, ce n'est pas uniquement le Sénégal ou des gouvernements, mais c'est aussi pour d'autres. C'est du développement à forte valeur ajoutée. Nous avons reçu près de 7000 CV. Donc il y a un flux très important, bien sûr au Sénégal, mais en dehors aussi. Et beaucoup de nos compatriotes, qui en voyant cette initiative, disent tiens, on pourrait revenir au pays, et c'est formidable. Riches de leurs compétences et de leur amour du pays, on peut capitaliser là-dessus. Donc c'est un projet, vous le voyez, qui me passionne. Il me passionne parce que je pense vraiment que le Sénégal a tout ce qu'il faut, grâce à vos initiatives, pour permettre précisément ce déploiement, qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir un acteur, un lieu important en Afrique subsaharienne qui a compris ces enjeux, qui se donne les moyens en matière de télécom, de réseau, de réglementation et de formation. Et si c'est un endroit, si un endroit ça se passe, c'est à Dakar, c'est au Sénégal. Donc j'ai décidé que nous serons à vos côtés, pour, y compris sur Datlalo, où nous avons des idées, on en discute aussi avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec le ministre Kahn, avec le ministre du PSE, pour voir dans quelle mesure on pourrait progressivement s'installer sur cette plateforme. Je suis sûr du reste que ça fera des émulations, parce qu'évidemment c'est toujours comme ça, hein, quand les acteurs arrivent, eh bien ça peut créer une dynamique. Je le répète, notre objectif c'est les 4 thèmes qu'on a rappelés tout à l'heure, avoir vraiment des ressources qui sont des ressources de compétences. Vous rappelez tout à l'heure les investissements avec SAP, nous sommes dans le top 3 on a plus de 10 000 spécialistes mondiaux utilisateurs SAP, on a plus de 10 000 ingénieurs spécialisés dans les environnements SAP. On veut faire de Dakar, du reste, l'un des pôles de développement importants à SAP, en tant que partenaire de SAP, en Oracle aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, avec Bull, bien, le développement de tous les aspects de big data, de sécurité, le renforcement, évidemment, pour toute la région de ces aspects. Voilà, Monsieur le Ministre, voilà, Mesdames et Messieurs, vous voyez qu'à partir du moment où on fait cette analyse, à partir du moment où on se donne les moyens de la réaliser, à partir du moment où tous les acteurs convergent là où ils sont pour créer un écosystème favorable, bien les entreprises arrivent. Et j'ai voulu venir moi-même aujourd'hui, hier soir de Paris, pour témoigner du fait que les entreprises ont entendu le message du président Macky Sall, ont entendu le message du gouvernement, de M. ministre Kahn, et répondent présent, parce qu'il y a vraiment un gisement important, et puis évidemment, dans le sens du partenariat. Et je n'oublie pas du reste que le Sénégal, c'est le pays du Teranga. Bienvenue. Et je sais que c'est vrai, il y a moi-même sénégalais de cœur depuis plus de 30 ans. Donc je sais que Teranga, ça veut dire quelque chose. Vous avez aligné tous ces vecteurs. Nous avons l'ambition d'être l'un de ces vecteurs à vos côtés pour développer le Sénégal et le PSE dans cette dimension numérique. Merci, Madame la Ministre. Merci encore pour ces mots temps. Peut-être on va prendre 2 questions dans la salle par rapport, vous avez parlé du cloud computing et l'avenir ou la mutualisation des ressources qui est l'avenir. Et comme on est dans un forum qui réunit également les DSI, quel est l'avenir des DSI dans cette perspective? Est-ce que la fonction des DSI ne va pas disparaître plus tard? Pour soutenir nos amis de Non, alors d'abord vous avez raison, mais vous savez, le DSI, cette transition dans laquelle nous vivons, cette transition numérique, cette transition technique, c'est une transition qui ne s'arrête jamais. Les DSI sont en permanence à l'écoute de ce que les technologies vont leur apporter. Et donc, j'ai absolument aucun doute que le DSI
va voir sa profession évoluer, non pas disparaître, mais évoluer. Dans quel domaine? C'est vrai que pour le DSI, il y a eu une phase qui était très technique. Le DSI était vraiment très technique parce qu'il était vraiment dans l'intersection de l'infrastructure, d'équipementiers, de fournisseurs qui étaient extrêmement techniques et qui devaient donc faire l'interface entre les applicatifs qui étaient essentiellement du monde de la gestion et les supports techniques. Le DSI devait avoir un peu cette double culture. C'était il y a une vingtaine d'années. Et ensuite, on a eu le DSI, à partir du moment où tout ça s'est généralisé, s'est développé, on a fait jouer un rôle qui était un rôle, bien sûr technique, mais un peu un rôle d'acheteur. C'est-à-dire qu'il fallait, c'était dans la course à la compétitivité, quand l'informatique et le développement informatique a commencé à délivrer ses promesses de compétitivité, les directeurs généraux, dont je suis, demandaient toujours plus à leur DSI, je veux avoir des réductions de coûts, je veux avoir des réductions de coûts, et le DSI est devenu un peu un super acheteur qui gérait ses fournisseurs en les pressurant un petit peu, en leur disant je suis un bon DSI parce que tous les ans, je vais obtenir 3%, 4%, 5% de réduction de coûts. Finalement, je me mesure comme ça. Et donc, le DSI est devenu un peu un super acheteur dans ces domaines-là. Et maintenant, on a une troisième, qui de vous à moi, n'était peut-être pas le côté le plus gratifiant et le plus intéressant de la profession. Puis maintenant, il y a une nouvelle génération où le DSI va contribuer non plus à la compétitivité, mais à la croissance. Car si jamais ce qu'on vient de dire est vrai, et je suis absolument convaincu que c'est vrai, évidemment, ça veut dire que de l'exploitation de cette quatrième espace, dont on parlait tout à l'heure, l'espace informationnel, eh bien on voit apparaître des gisements de croissance tout à fait nouveaux. Regardez les banques. Les banques, qu'est-ce qu'ils veulent? En traitant les données de leurs clients, ils vont commencer à anticiper, donc en traitant le big data de ce flux de données, ils vont anticiper des produits, des services nouveaux, et en les finalisant de plus près des clients. La grande distribution fait la même chose, la téléphonie fait la même chose. Tous ceux qui traitent des données, évidemment, au début on les traitait de façon uniquement productive, et maintenant on va les traiter comme étant l'un des nouveaux gisements de croissance en proposant des services de plus en plus finalisés, au plus près des individus. On passe du B2B, le rôle d'un DSI, c'était vraiment de faire du B2B, du business to business, à un rôle de plus en plus de B2C, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître le profil informationnel de tous ceux qui utilisent au bout de la chaîne vos services et vos produits, ou les services et les produits, que ce soit les gouvernements, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les entreprises. Et évidemment, le DSI voit son rôle évoluer pour pouvoir fournir, d'abord, apporter des idées. Donc, quelque part, il a été uniquement, il touchait le résultat opérationnel des entreprises, et maintenant, on va lui faire toucher aussi la ligne revenu et l'innovation qui va derrière. Et derrière tout ça, donc c'est une dimension tout à fait nouvelle. Il faut que les DSI s'y préparent. Ils vont redevenir, je dirais, des partenaires en termes de stratégie de croissance, alors qu'ils n'étaient que des partenaires en termes de réduction de coûts. Et puis, alors, je parle des dernières années, je schématise, pardon, mais enfin c'était quand même un peu comme ça que je le voyais, je le vivais moi-même. Et donc, partenaire de croissance, partenaire d'innovation, et évidemment derrière tout ça, une dimension nouvelle qui va être de plus en plus importante, et notamment dans le choix de ses fournisseurs et de ses prestataires, l'aspect sécurité. L'aspect sécurité, à partir du moment où on traite autant de données, où ces données deviennent importantes, elles deviennent stratégiques, parce que gisement de croissance, et parce qu'au cœur des activités des entreprises, l'aspect cybersécurité et l'aspect protection va devenir un élément essentiel, et les DSI doivent impérativement avoir, ils l'ont déjà évidemment par définition, mais cette dimension de leur activité va croître énormément. J'ajoute enfin qu'en ce qui concerne le cloud, il va falloir vraiment être très attentif. Est-ce qu'on fait des clouds privés? Est-ce qu'on fait des clouds hybrides? Avec quel type de partenaire? Qu'est-ce qu'on met sur du cloud public et qu'est-ce qu'on ne met pas? Donc toutes ces réflexions-là sont des réflexions nouvelles pour les DSI, sur lesquelles il ne faut pas être naïf et il faut se préparer dès maintenant, parce que c'est vrai que voilà, si on passe toute une activité d'une entreprise en virtualisation sur un cloud public dont on ne sait plus où sont localisées les données, etc., ça peut poser des problèmes, y compris en termes réglementaires. Donc il y a cette dimension-là qui va devenir aussi d'orchestrateur un peu
du cloud qui va devenir un élément important. Je résume donc, un nouvel acteur, un nouveau partenaire de croissance, un élément incontournable dans la cybersécurité et quelqu'un qui va devoir définir de façon très, très fine l'articulation progressive dans le monde du cloud. Je suis expert en système d'information. Je loue l'ambition d'Atos pour le Sénégal, mais en tant que responsable de toute structure à Dakar, je ne peux m'empêcher de poser la question sur l'impact de l'implantation d'Atos sur les PME informatiques au Sénégal. J'ai en tête l'impact des GMS, la grande distribution sur les commerces de proximité. Est-ce que l'implantation d'Atos au Sénégal n'aura pas un effet néfaste sur les PME informatiques? Suivi, quelle est la stratégie d'Atos pour aider ces PME à avoir cette taille critique pour exister dans cet écosystème de plus en plus compétitif? Hégémonique. Mes propos, c'est de dire que nous pensons, quand on voit l'organisation du monde aujourd'hui, qu'il y a des pays qui ont fait le pari de la formation dans le domaine des technologies numériques, de la digitalisation, de l'informatique au sens large, et que la capacité technique de ces ingénieurs est un élément aujourd'hui important d'exportation de savoir-faire et de richesse qui crée finalement de la valeur pour l'écosystème qu'il produit. On a parlé de l'exemple de l'Inde tout à l'heure. En Inde, Atos a 15 000, 18 000 ingénieurs, mais on ne travaille pratiquement pas pour l'Inde. Ces ingénieurs travaillent sur des développements logiciels, qui sont du reste très bien payés. Et ces développements logiciels, c'est donc vu du côté de l'Inde comme de l'exportation. Et moi, mon ambition, Monsieur le Ministre, c'est que le Sénégal devienne un pays exportateur de matières grises, à travers ça. Alors c'est vrai qu'on aura sans doute besoin, on le voit bien, quand il y a de la charge, d'avoir un écosystème, parce que ces ingénieurs deviennent salariés d'un groupe. Derrière, vous avez de la charge, et on peut compenser la charge supplémentaire avec un écosystème qui va se créer, et donc des entreprises qui vont venir fournir également des compétences autour de cela. Et vous voyez bien que c'est pas, j'imagine que vous travaillez aujourd'hui pour des entreprises sénégalaises, ou même de la sous-région, pour des administrations sénégalaises ou même de la sous-région. Le centre d'activité et de développement que nous avons l'ambition de positionner ici à Dakar, c'est pour faire de l'exportation, encore une fois, de savoir-faire et de développement logiciel, avec donc la création d'un écosystème qui va certainement s'enrichir. Ça ne veut pas dire pour autant que Atos et Bull ne vont pas être des concurrents pour des grands projets, développer, proposer leurs compétences aux administrations, aux grandes entreprises, comme ils le font. Mais mon ambition à travers ce centre de développement, c'est d'essayer de dupliquer ce que les pays ont fait. Je regarde la Chine également. Vous savez, la Chine, ne nous trompons pas, la Chine va développer des compétences logicielles importantes au XXIe siècle. Ils forment aussi des gens. Donc il faut que le Sénégal, avec ses ressources humaines, et l'Afrique d'une façon générale subsaharienne considérable, ces jeunes qui ont envie, vous le disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut que nos bacheliers aillent de plus en plus dans les domaines techniques et scientifiques, parce que c'est les domaines d'avenir. Mais à partir du moment où on les forme, bien, l'ambition, c'est d'en créer de la richesse et de pouvoir l'exporter à travers précisément des initiatives telles que celles que je veux porter. Voilà. Donc c'est pas une substitution, c'est au contraire quelque chose qui devrait renforcer tout l'écosystème numérique et d'augmenter, de voir la balance commerciale également du Sénégal impactée, puisqu'encore une fois, mon ambition, c'est que la quasi-totalité de ce qui va être produit dans ces plateformes numériques, soit évidemment contribue à développer des grands programmes, des grands logiciels. Bien entendu, une petite partie pour aller pour le Sénégal, mais ce sera une toute petite partie par rapport à nous sommes un groupe mondial, et donc nos clients sont mondiaux. Moi, mon rêve, ce serait qu'un nombre important des développements logiciels, si je me projette dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, soit développé ici au Sénégal. Voilà. Merci.